2019-nCoV, un mystérieux virus à l'origine d'une épidémie en Chine qui inquiète le monde entier. Cette drôle de maladie respiratoire qui était du jamais vu, qui menaçait de tuer plus de gens qu'on a cru, imposait, j'allais dire, le spectacle de la gouvernance. Alors on voulait voir, surtout avec les médias étrangers, parce que ça se passait mal à l'étranger, les médias étrangers et les pays étrangers, toute la géopolitique se demandait est-ce que l'Afrique va s'en sortir, est-ce que les chefs d'État vont s'en sortir, alors qu'eux-mêmes ne s'en sortaient pas. Et ça finit par arriver au mois de mars. Le tout premier cas de coronavirus, il s'agit d'un citoyen français âgé de 58 ans arrivé à Yaoundé le 24 février dernier. En mars 2020, quand on a détecté le premier cas au Cameroun, je me suis dit, ça y est. Bonjour la peur, bonjour l'angoisse, bonjour la psychose. Le médecin a peur, l'individu a peur. L'individu a peur pour lui, il a peur pour sa famille. Ça faisait vraiment peur. Ça venait très peur parce que vraiment le premier cas qu'on a reçu dans la veille, la nuit, le lendemain quand on nous a appelés pour la formation, vraiment celle qui était vraiment dans tous les états. Et puis le médecin n'a pas véritablement peur pour lui, mais il a peur pour ce que ça va engendrer comme obligation dans l'immédiat. Après être formé, on nous a appris comment prendre en charge ces malades. Et après ce temps-là, on n'avait plus un peu trop peur. C'était passé. Le stress était passé. Vous vous souvenez qu'à l'époque, on est matraqué par les réseaux d'information sur la saturation des urgences, sur les services de réanimation qui sont remplis, alors sur la nécessité d'avoir des respirateurs à l'époque. Et donc, on se dit, waouh, si cela arrive chez nous, il va falloir faire face avec un plateau technique qui n'est pas forcément aussi équipé. Non, on est inquiet. On est inquiet pour notre système. Comment notre système de santé va absorber cette épidémie, comment on va la gérer, et puis au-delà de ça, comment on va y faire face sur le quotidien. Et là, on peut dire que très vite, les pouvoirs publics, informés de la situation, prennent des décisions qui sont fortes, notamment l'annonce du Premier ministre. Fermeture systématique des débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs dès 18 h. De l'interdiction du rassemblement de plus de 50 personnes. Les écoles et les campus sont fermés. En dehors de quelques intrépides, les élèves sont confinés à la maison depuis l'annonce des mesures de prévention par le gouvernement. Les lieux de culte n'en font pas exception. La mesure interdit le rassemblement de plus de 50 personnes au même endroit. Les mosquées, pour la plupart, ont suspendu les grandes prières de groupe, tandis que l'Église catholique met un terme au chemin de croix. Les effets de cette décision se font déjà ressentir. À Kouvita de Yaoundé, ce samedi matin, le portail est fermé. C'est un calme de cimetière qui règne. La cour qui sert habituellement de lieu de danse sportive est vide. De l'interdiction des surcharges dans les bus, taxis et de mototaxis. De la restriction des déplacements urbains et interurbains. Elles sont fortes dans la mesure où elles tiennent compte des réalités locales. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on aurait pu se contenter d'essayer de faire comme tous les autres. Et là, sous la haute impulsion du chef de l'État, le Cameroun dit non. On va tenir compte du contexte économique, on va tenir compte du contexte sociétal, on va tenir compte de, j'ai envie de dire même, de du caractère des Camerounais, c'est-à-dire de notre façon d'être. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'affronter les difficultés, on n'en a pas peur, on va lever le visage, on va lever la tête et on va faire face. Mais on ne va pas se cacher, on ne va pas rentrer sous les tables, on ne va pas rentrer sous les lits. On refuse de plier sous la menace du coronavirus. Et ça, c'est par rapport à nos voisins, c'est quand même une réaction qui par la suite sera salutaire. Le problème, c'était que cette population, avec une mauvaise information, une mauvaise représentation de la maladie. Quand vous avez maladie ou infection égale mort,
c'est une mauvaise représentation puisqu'elle est fausse. Donc, avant donc les prélèvements, il y avait donc ce counseling que l'on faisait, que l'on fait, qu'on continue à faire justement pour non seulement donner la bonne information à l'individu, lui donner un temps aussi d'échange pour pouvoir discuter sur toutes ces appréhensions, sur toutes ces peurs, sur toutes ces angoisses. On ne sait même pas de quoi il s'agissait. Parce qu'on a reçu ceux qui étaient des gars, dont aussi le malade, comme n'importe quel malade. C'est donc le lendemain qu'on nous fait savoir qu'il y a le Covid. Mais ceux qui ont donc aussi le malade étaient tellement dans tous les états, vraiment ils se disaient que peut-être qu'eux aussi ont déjà contracté la maladie. Oui, c'était un peu ça. Tout l'hôpital était dès le lendemain quand on a fait la formation. Ceux qui étaient des gardes, on trouvait vraiment, on se dit qu'ils ont déjà contracté la maladie. Et c'est alors là qu'on les a rassurés que c'était une maladie comme une autre. C'était comme une simple grippe. Voilà, le sida, c'était la même angoisse, la même panique que ça a suscité. Ça faisait très mal. Même le fait de voir les parents qui venaient s'inquiéter, oh, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ne devaient pas voir leurs malades. Ils ne devaient pas entrer en possession du corps de leurs malades, vraiment. Nous, on était tristes. Il arrive parfois même qu'on pleurait avec certains, même sans s'en rendre compte. Les médecins ont été frappés très vite dans leur chair. Je ne citerai pas les noms de mes collègues qui ont eu pour certains le beau-père, la belle-mère, le frère. Donc tout de suite, on a perçu la gravité de la situation. Étant donné que sur le plan scientifique, on sait que le stress, non seulement a des répercussions sur le plan physique, c'est-à-dire que parce que vous êtes dans un état de peur, vous êtes hyper tendu déjà, vous pouvez d'emblée faire un AVC. Et si vous êtes testé positif dans la minute qui suit, on va vous dire que vous êtes décédé de suite de Covid, alors qu'en fait, c'est d'un AVC. Et justement, nous pensons qu'on a eu beaucoup de cas comme ça, de décès comme ça, que ce soit dans les formations sanitaires ou en communauté. Il y a une voilà qui est arrivée et que les parents, les enfants ne l'ont pas vu mourir. Ils ne l'ont pas vu, quoi. Il est directement parti de là-bas pour ici et elle est décédée. Donc les enfants ont tellement crié depuis des années qu'elle a mis l'an et puis elle est revenue. Et ils pleuraient, c'est bon, c'est ça qui nous faisait pleurer. Parce qu'ils ne devaient même plus revoir le corps de leur maman. Covid-19 était l'équivalent de mort et la peur était également due à la stigmatisation parce que les individus testés positifs se trouvaient souvent stigmatisés, étaient marginalisés, étaient rejetés. Donc une fois que quelqu'un avait l'impression d'être atteint de la maladie, alors elle se trouvait dans un état de mal-être également à cause de ce fait-là, du fait de savoir qu'elle sera rejetée, stigmatisée. Il y a beaucoup de médecins qui ont continué à exercer leur métier en sachant pertinemment qu'ils prenaient un risque vital pour eux. Mais j'ai envie de vous dire, on est presque guidé par ça, en disant « j'ai l'opportunité pour une fois de valider véritablement mon serment, d'être utile au risque de ma vie. Alors je vais y aller, je ne vais pas me cacher. » Et certains sont tombés. Certains sont tombés à cause du Covid, qui ont pris des risques et sont arrivés. Chacun avait un petit protocole à domicile. Quand moi je rentrais à la maison, j'avais établi un sas où je me déshabillais complètement. Je prenais mon gel douche, etc. Les chaussures allaient directement, la blouse et les vêtements vers tout ce qui devait aller aux salles et à laver. Je prenais une grande douche et ce n'est qu'après ça que j'avais le droit de toucher les miens, de les embrasser, etc., etc. Mais même ça, à cette époque, personne ne vous garantissait que ça allait marcher. Personne ne connaissait exactement quel était le mode de transmission, est-ce qu'il était aérien, est-ce qu'il était directement au contact. Donc, on n'avait pas de certitude là-dessus. Mais ce qui est aussi très rassurant, c'est que les nôtres, ceux qui vivent avec nous, avaient compris la nécessité qu'on avait de continuer à travailler. Et surtout,
le besoin de certains, pour une fois, d'être véritablement utiles au sens sacrificiel du terme. Quand je rentrais à la maison, certains enfants avaient peur, mais on les rassurait qu'il n'y avait pas de soucis. Ils avaient peur, vous le disiez. Ils avaient peur qu'ils aient des soucis, ils avaient même peur de nous approcher. On leur disait qu'il n'y a pas de soucis. Quand on part de l'hôpital, tout a été mis en œuvre pour que nous rentrons sainement à la maison. Oui. On prenait des bains chauds. Les gens avaient beaucoup plus peur de la mort parce qu'il y avait beaucoup d'images qui nous venaient des réseaux sociaux et qui nous présentaient des services de réanimation avec des personnes vraiment dans un très mauvais état général. Des malades y arrivaient sans interruption. Dans les services, les médecins devaient choisir parmi les patients qui ils allaient tenter de sauver. Donc, on était au Cameroun, on recevait des images des États-Unis, de l'Espagne. En 2 mois, 6000 personnes sont mortes. Les images de ces camions militaires prenant en charge des cercueils trop nombreux sont encore dans toutes les mémoires. Si quelqu'un était diagnostiqué positif au Cameroun, sur le plan psychologique, la représentation, c'était déjà service de réanimation mort. On nous montrait également dans des réseaux sociaux des cercueils, des milliers et des milliers de décès. On avait des images, on avait des informations qui étaient extrêmement traumatiques, traumatogènes, qui étaient mauvaises pour la santé mentale. Des pelletés de terre noire sur des cercueils entassés dans une tranchée. Ces hommes en combinaison blanche sont des employés municipaux mobilisés pour l'épidémie. Et ce qui fait que au Cameroun, les gens, la population était dans un état de mal-être. Tous ceux qui avaient déjà fait 14 jours et plus, là, qui attendaient le service, vraiment, ils étaient vraiment stressés. Il y en avait qui avaient été positifs. Et à la deuxième, c'était encore positif. Ce qui fait qu'on les rassurait que non. Ils étaient vraiment... Ils se disaient que est-ce que si ça revient encore positif, est-ce que je vais encore pouvoir? On dit que non, ça va passer. Et puis, ils étaient vraiment très contents. D'aucuns étaient contents de rentrer à la maison. Étaient hâte à voir le résultat négatif, pouvoir rentrer, retrouver leur famille à la maison après 28 jours. Il y a un optimisme latent qui fait que d'emblée les Camerounais disent « Ok, ça va peut-être être difficile, mais on va s'en sortir ». Et on traverse ainsi la phase de psychose. On traverse ainsi la phase du stress, malgré les décès qu'il y a dans les unes ou les autres familles. Mais on traverse cette phase-là et collectivement, on commence à penser qu'on va pouvoir arriver à vaincre cette épidémie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à peu près cela qui se produit. À un moment donné, on se rend compte que le virus est parmi nous, il est devenu communautaire, on vit avec, mais l'immense majorité des gens arrivent à, lorsqu'ils ont été contaminés, à passer au travers des formes graves et des formes létales. Dès l'apparition de cette pandémie, après les mesures gouvernementales, nous avons décidé d'appliquer ces mesures en plus de ce qu'on fait souvent, notamment les ablutions, 5 fois par jour. Il fallait donc introduire, fermer les mosquées, parce qu'au lieu de sauver la foi, il fallait maintenant sauver d'abord la vie. C'est une mauvaise surprise, un élément qui fait monter d'un cran l'angoisse face au virus corona. On ne peut même plus prier. La mosquée a clos ses volets, le muezzin n'a pas chanté. À peine a-t-il un regard pour les fidèles désemparés devant le portail fermé. Parce que quand quelqu'un est mort, sa foi n'a plus de valeur. Il a fallu convaincre tous les fidèles que lorsqu'on fait l'appel à la prière dans les mosquées, on ajoute la formule « Sallu fi buyutikum », priez dans vos maisons. Donc, c'était la première difficulté. Parce que pour faire comprendre aux fidèles que vraiment c'était un cas de force majeure, ça n'a pas été facile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'avoue que de ma petite expérience de prêtre, j'ai jamais vu ça. Le satané virus est parvenu à leur couper même la retraite spirituelle, partiellement dit-on. Les clochers ne sonnent plus. On a l'impression que tous les fidèles qui étaient confinés chez eux
ont transformé le chez eux, leur domicile, en lieu de prière. Le prophète nous dit, lorsqu'il y a une épidémie dans un pays, n'y allez pas. Et lorsque c'est n'allez pas dans ce pays. Donc, et si cette épidémie surgit plutôt dans votre pays, ne sortez pas. Donc, vous voyez que Allah a tout prévu. Le Covid nous a privés de cette chaleur humaine, des poignées de main depuis longtemps, des poignées de main et de cette chaleur, de ce contact physique. Mais peut-être qu'en faisant ça, il nous permet d'ouvrir autre chose, d'ouvrir nos relations, de les voir autrement, de redécouvrir les frères, les sœurs autrement que simplement par ce contact physique qui parfois peut être très, très réducteur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc, ça nous ramène à l'humilité nécessaire que doit avoir un praticien, un médecin, mais au-delà même un individu, c'est que même quand on croit tout savoir, en réalité, on ne sait pas tout. Et ce virus est venu remettre en cause bien des choses. Oui, sur le plan médical, oui, sur le plan sociétal. On n'aurait jamais imaginé des villes désertes. On n'aurait jamais imaginé faire une Ligue des Champions sans un spectateur dans un stade. On n'aurait jamais imaginé fermer les débits de boissons, les restaurants. Les cinémas. Parce que comme vous le savez, il n'y a presque plus de films aujourd'hui où on ne se touche pas, où on ne s'embrasse pas, alors c'était devenu très très compliqué. Et chacun suspectait l'autre, n'est-ce pas, sur les plateaux, donc ça a été arrêté. Il y a des pays où, de manière officielle, on a demandé d'arrêter tous les tournages. Et ça a été une catastrophe économique, parce que vous savez, quand vous commencez un film, vous engagez des dépenses. Si vous recommencez le tournage un an après, les gens n'ont plus exactement la même forme. Certains comédiens sont tombés enceintes entre-temps. Et puis d'autres se sont occupés par ailleurs. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Il interpelle les gens. Il avait dit, j'avais des concerts, j'avais tout, mais je n'ai pas pu les réaliser. Pourquoi? Parce que je ne suis pas maître de moi-même. Et j'ai vu tous mes camarades, les comédiens, les musiciens, tous ceux qui jouaient dans les cabarets ont fermé. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a une économie du métier d'artiste au Cameroun qu'on ne maîtrise pas. Je crois que c'est important pour nous, à chaque fois, de savoir lire les signes des temps. Nous ne pouvons pas exclure la colère divine parce qu'il a dit il n'envoie pas un châtiment sur un peuple, sauf s'il a désobéi. Et c'est un peu, effectivement, particulier de se retrouver dans une église, de célébrer avec les bancs vides. Je vais reprendre une parole du cardinal Henri de Lubac qui dit « Pour qui sait voir, plus rien n'est profane ». C'est-à-dire que j'essayais de voir le sacré dans ce qui paraissait profane pour tout le monde. Et donc c'est cette interrogation, cette réflexion-là qui m'habitait et qui m'habite toujours, décrypter, comme lever le voile, essayer de comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui se passe sous nos yeux, dont nous sommes peut-être acteurs et victimes à la fois. Oui. C'est pour cela que nous n'avons jamais douté et nous continuons à croire que si nous changeons notre état, c'est-à-dire notre relation avec notre Seigneur, c'est-à-dire faire ce qu'il a ordonné, nous détourner des interdits, ça va nous épargner de beaucoup de choses. Donc, le doute est pour ceux qui n'ont pas la foi. Un vrai croyant ne devrait pas douter lorsqu'il place sa confiance au Créateur suprême. Mais je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Il faut savoir effectivement lire ces moments-là et se redire peut-être que là, il y a quelque chose à découvrir ou à redécouvrir dans notre foi qui est peut-être allé, peut-être on s'est concentré dans une certaine célébration peut-être superficielle. Il fallait peut-être redécouvrir qu'il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas forcément avoir des foules, avoir des églises pleines, mais c'est d'avoir des gens de qualité. Une autre chose qui me semble importante, comme leçon à tirer par rapport à cette pandémie, et ça c'est vraiment, je le dirais, pour l'ensemble de l'humanité, il nous faut retrouver l'essentiel de notre vie, c'est-à-dire l'humilité.
Nous avons peut-être pensé que nous étions tout forts et tout puissants. Oui, cette crise est en quelque sorte la bienvenue. Parce qu'on vivait sur Terre, l'humanité était comme s'il n'y avait pas le Créateur suprême. C'est comme si nous nous appartenions. Il a fallu donc que cette crise arrive pour nous montrer notre état de faiblité ou bien d'interdépendance. Parce que ceux que nous croyons qu'ils étaient plus puissants, je pense qu'ils ont plus souffert que nous. Donc ce n'est pas que nous sommes contents, mais nous voyons plutôt la justice divine. Oui, il a fallu s'adapter, il a fallu peut-être comprendre qu'on peut se donner cette paix autrement. Et il y a quelqu'un qui me disait, mon père, j'espère que c'est passager. Je dis, je l'espère, mais j'espère surtout que nous allons tirer des bonnes leçons. C'est-à-dire comprendre que nos relations peuvent être aussi chaleureuses, mais autrement qu'en se serrant la main. Les habitudes ont changé, les habitudes évoluent. Est-ce que ça va reprendre comme avant? C'est les autorités qui vont nous le dire. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'il faut savoir lire, retrouver notre vie fraternelle, même au cœur de la pandémie, au cœur de la crise. Est-ce que c'est la colère de Dieu? Je n'en sais rien, mais je pense qu'il y a un signe de temps. Cette maladie, cette pandémie, à mon avis, doit nous faire tirer un certain nombre de leçons. Ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai vu autour de moi, des fidèles qui venaient à la messe ou qui viennent, c'est que j'ai vu la solidarité grandir, la solidarité avec les petits, les petites gens, des gens malades, des gens fragiles, dont on refusait de les exposer. En s'exposant, on est devenu tout puissant on mettait le monde sous nos pieds. Et donc je crois qu'il faut retrouver l'humilité, avec plus d'humilité, avec plus de petitesse, en gardant simplement notre place, et notre place seulement. Je crois que nous contribuons de cette manière-là à l'avancée de ce monde qui a besoin tant de nous. La colère de Dieu, je ne sais pas si c'est plus qu'hier et que ce sera plus que demain, mais c'est sûr que nous avons à réviser, à revisiter nos modes de fonctionnement, notre emprise sur l'environnement, comment nous traitons les frères, les sœurs autour de nous. Nous avons à revoir ça. On est sinistré. Moi, j'ai jamais vécu comme ça. Et aujourd'hui, quand on se plaint, les uns et les autres ont l'impression qu'on est des mendiants. Mais on n'est pas des mendiants. On n'est pas des mendiants. On travaille pour construire le Cameroun. Je n'ai jamais imaginé que nos activités pourraient être impactées aussi par le Covid-19. Donc pour moi, ça a été véritablement, une grosse surprise, hein. On ne s'attendait pas. Il faut reconnaître que les hôtels de la première catégorie, comme l'hôtel Franco, on a été frappés de plein fouet. Il faut le reconnaître, et jusqu'à présent. Parce que tant que les frontières sont fermées, nous restons fermés. Parce qu'on dépend à 85-90% des grands flux de touristes d'affaires. Ceux qui viennent au Cameroun pour faire les affaires. Et tant que les frontières restent fermées, ceux-là ne peuvent pas venir. Parce que quand on parle comme ça, les uns et les autres n'arrivent pas à comprendre. Parce que les gens qui viennent au Cameroun aujourd'hui ne sont pas des touristes d'affaires. Ils viennent au Cameroun pour des voyages familiales, des voyages, pas des voyages d'affaires. Parce que les frontières restent toujours fermées. Nous avons constaté, un ralentissement systématique et substantiel
de toutes nos activités. Les entreprises commençaient donc à prendre un coup véritablement sérieux, au point où 30% des entreprises de transporteurs, des entreprises de transport sont senties effectivement concernées. Entre mars, avril et mai, alors là, c'était véritablement le pic. C'est à ce niveau-là, vers fin mai, que nous avons commencé à dire attention, évaluons donc. De 30%, nous avons constaté que 40% globalement des entreprises, mais cette fois-ci, des camions de transporteurs étaient stationnés. On a eu deux gros problèmes en année 2020. Dans la première partie de l'année 2020, le Cameroun était en manque de devises. C'est-à-dire quand vous devez payer votre fournisseur, il fallait attendre 4, 5, 6 mois pour avoir l'autorisation de la Banque centrale. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, vous avez les usines qui ouvrent 2 mois et qui ferment 2 mois, qui travaillent à demi-temps. Parce que quelquefois, ils sont fermés, on a détecté un cas positif. Donc, c'était une année catastrophique pour moi. Et je crois pour des confrères aussi. Juste après, quand on a dit qu'il y avait des mesures gouvernementales qui avaient été prises dans le monde entier, y compris le Cameroun, c'est-à-dire la fermeture des frontières aériennes, maritimes, terrestres et routiers, bien sûr. Mais, exceptionnellement, le Cameroun, qui a regardé de gauche à droite, et notre chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, a vu juste et a demandé non. Pour lui, il n'est pas question d'asphyxier le Tchad et la République centrafricaine, ainsi que le Congo, bien sûr. Donc, toutes ces entreprises, tous ces pays voisins qui nous entourent ont vu, n'est-ce pas, une certaine amélioration de ces mesures-là, et très rapidement, fort heureusement, de la part du gouvernement de la République. Donc, c'était des atermoiements pour quelques jours, tout simplement, et les activités ont repris de plus belle. Mais, nous avons constaté, pour le regretter, il faut le dire clairement, qu'au niveau de la République centrafricaine, des mesures ont été prises de manière un peu péremptoire par les gars de la MINUSCA qui ont demandé carrément aux Camerounais de ne plus entrer en territoire centrafricain. Et ça a également créé un autre onde de choc. Le ministère du Tourisme, au mois de novembre, nous a demandé de soumissionner, c'est-à-dire de nous présenter les états des pertes. Et les confrères, y compris moi, j'ai fait les états de mes pertes qui s'élevaient au mois de novembre à 670 millions de francs CFA. À ce jour, on n'a pas de suite. Et nous nous sommes rendus heureusement compte que les marchandises venaient, mais il y avait un ralentissement substantiel des activités. Ça, il faut le dire clairement. Aussi bien au niveau du port de notre pays, au niveau de la gestion au quotidien, de l'enlèvement fractionné de ces marchandises-là sur nos camions qui devaient être acheminés sur le Tchad, au niveau de la RCA, au niveau donc de cette activité-là, on a constaté un ralentissement substantiel. Et comme je vous ai dit qu'il y a eu des entreprises, que 30% des entreprises ont été impactées, conséquemment, il y a eu des arrêts d'activité. Donc, fatalement, la conséquence directe, c'était la mise en chômage technique de certains transporteurs, de certains chauffeurs, et de certains motoboys pour qui on ne voyait plus la nécessité de les garder là-bas. Quand on sait qu'un camion, par exemple, nourrit par exemple 10 familles, on peut imaginer, donc, si on vous dit que 30% des entreprises, et quand on vous dit que 40% de ces camions-là se sont arrêtés, un camion faisant vivre 10 familles, donc conséquemment, on peut imaginer sur le plan, pas seulement au niveau des transporteurs, mais sur le plan global, comment est-ce que la situation là s'est ressentie en termes économiques, en termes financiers. On se voit les réservations annulées progressivement. Les systèmes de booking ne fonctionnaient plus. Ils ont tout fermé. Et cette psychose, on est dedans jusqu'aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si je vais résister jusqu'à quand. Parce que là, je suis peut-être à 1 ou 2 doigts de l'AVC. Des
Décision salutaire, les 19 mesures d'assouplissement et de soutien socio-économique instruites par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, annoncent une bouffée d'oxygène dans plusieurs secteurs d'activité. La déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement. 1. L'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons, des restaurants et lieux de loisirs avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port de masques, de protection et la distanciation sociale. 2. La levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxi. Le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite. 3. La suspension au titre du deuxième trimestre 2020 des vérifications générales de comptabilité, sauf en cas de comportement fiscal suspect. Sur le plan politique notamment, 2020 a été une année très importante parce qu'elle a permis au Cameroun d'avoir pour la première fois ces conseils régionaux. C'est un jour extraordinaire pour le Cameroun. Ce 9 février, un peu plus de 6 850 000 électeurs sont attendus aux urnes pour choisir leurs représentants dans les communes et à l'Assemblée nationale. Journée inédite sur tout le territoire national. Nous savons que dans la loi fondamentale, dans la Constitution du 2 juin 1972, telle que révisée le 18 janvier 1996, la région est avec la commune l'une des deux collectivités territoriales décentralisées faisant de notre pays un État unitaire décentralisé. À l'occasion donc de cette année 2020, en décembre, on a connu des élections régionales qui en ont fait émerger des conseils régionaux. En ce jour du 9 février 2020, jour de double scrutin législatif et municipal convoqué, comme vous le savez, par décret du chef de l'État en date du 10 novembre 2019, conformément aux dispositions pertinentes du Code électoral. C'est une évolution qui est très importante parce qu'elle va permettre au Cameroun de matérialiser pleinement cette optique de décentralisation qui a été choisie sur la base du compromis politique démocratique qui s'est dessiné à partir de la conférence tripartite en 1991 jusqu'à la mise en place donc de cette constitution de 1996. C'est un moment important parce qu'il y a des transferts de compétences et de pouvoirs ainsi que de ressources qui vont permettre que le Cameroun expérimente de nouvelles manières de gouverner, le gouvernement n'étant plus simplement limité au niveau central, mais impliquant fortement ses collectivités territoriales. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit, je ne suis pas parti. Ce que j'avais dit en partant, donc j'étais optimiste. Et je n'allais pas me retrouver dans la rue. C'était une année très bien entamée puisque j'ai été réélu député à l'Assemblée nationale le 9 février 2020. Je suis allé avec un esprit gagneur parce que, vous savez, la Sanaga maritime, surtout la commune Massok, est ma commune d'origine. Le pays est quand même gouverné. Il y a une logique là. Et je suis membre du bureau politique. Je suis le trésorier général du parti. Tout ça fait que, bon, si la logique existe, elle existe, s'il faut faire des choix, qui se présente, il se met devant moi, en toute logique des choses. Donc voilà, bon. Mais ensuite, bon, certaines choses, comme on dit chez les petits, tant que la vipère est dans la forêt, c'est l'affaire des enfants. Quand c'est déjà au village, c'est l'affaire des patriarches. On ne voit plus un enfant venir au-delà. Donc vous avez vu vous-même comment les choses se sont passées. Donc, mais c'est le jeu.
il faut se prêter à ce jeu. Je crois que nous l'avons bien joué. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire, mais j'avais confiance en moi. Près de 7 millions inscrits. On a vu une campagne aussi enthousiaste, puisqu'il s'agit d'élections locales. Alors nous nous sommes dit, voilà, nous nous armons, surtout que nous avions déjà quand même une certaine trajectoire. Nous étions déjà quelque peu connus par les populations, très souvent auprès de qui nous sommes venus en appui. Et nous nous sommes dit, voilà, nous allons essayer parce que l'opportunité était vraiment là. Il fallait la saisir, c'est ce qui a été fait. Et justement, voilà, nous avons été élus maires. Il faut tendre la main, on forme une équipe, on regarde vers une même direction, mais tout en se disant que vous le vouliez ou pas, c'est moi là, qui tiens le volant. Donc on va arriver. Que vous vouliez ou pas, on va arriver. Premières élections régionales du Cameroun, 900 postes en jeu, 24 000 électeurs des deux collèges étaient attendus aux urnes. De manière générale, ce scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire. A fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Depuis le début des années 2000, on a eu quelques situations qui montrent que ce système connaît des formes d'usure. Oui, on avait déjà assisté à une polémique électorale dans les années 2000, lors de la compétition opposant le président George Walker Bush à Albert Gore, qui était son challenger. Il y avait eu une polémique, notamment au sujet du résultat en Floride, mais les choses s'étaient rapidement calmées. Lors de l'élection présidentielle de 2016, dont l'issue a été surprenante parce que Mme Hillary Clinton, qui était annoncée comme vainqueur, a été finalement battue par Donald Trump. Il y avait aussi eu quelques tensions. Par exemple, des supporters démocrates n'avaient pas accepté tout à fait la victoire du candidat ultra-conservateur qui était Donald Trump. Et à cette élection présidentielle 2020, on voit un candidat, lui, qui persiste dans le refus du verdict en continuant à dire qu'il y a eu des irrégularités, alors que les procédures qui ont été entreprises par sa coalition n'ont pas abouti. L'ironie, c'est que précisément lui qui avait tenu des propos fort discourtois sur un certain nombre de pays, notamment les pays africains, en les traitant avec des mots scatologiques, se retrouve dans un comportement qui serait similaire à celui qu'il semblait décrire pour ces pays-là, ce qui montre en fait ce genre de choses n'est réservé à aucune partie du monde. Des propos qui ont été aussitôt qualifiés de racistes par l'opposition, surtout à cause de la comparaison avec la Norvège. Par l'opposition, mais pas seulement, une députée de l'Utah, du parti de Donald Trump, mais dont la famille est originaire d'Haïti, demande des excuses au président. En 2020, c'était aussi certainement la montée du mouvement Black Lives Matter, parce que c'est un mouvement qui existe. Moi, je me trouvais aux États-Unis, je crois que c'était en 2013 ou 2014, lorsque ça a commencé, le mouvement. C'était à la suite de 2 meurtres, je peux dire meurtres, de noirs par des policiers qui étaient assez choquants. Mais je ne suis pas sûr que le mouvement avait pris comme cela. Je me trouvais, j'avais la chance de me trouver à Los Angeles, et c'était l'une des villes où ce mouvement avait pris vraiment à l'époque. Mais cette fois-ci, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que tout le monde s'est enflammé. Parce que les George Floyd, il y en a tout le temps aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé là? Est-ce parce que ça a été bien filmé par des amateurs ou des professionnels mais qui avaient leur téléphone? Est-ce parce qu'il y avait l'approche des élections
n'est-ce pas, et que peut-être les gens voulaient en profiter pour faire partir Trump. Pourquoi tout cela? Il y a eu une conjonction de facteurs qui ont fait que le mouvement a été très très important. Aucune inculpation pour l'heure des 4 policiers impliqués dans la mort de George Floyd, ce qui alimente chaque jour un peu plus la colère et le sentiment d'injustice dans le pays face aux violences policières contre les Afro-Américains. Illustration de ces tensions à New York, dans ce face-à-face entre policiers et manifestants aux allures de règlement de compte. C'est une année atypique, hein. La grande faucheuse importe un symbole. Manu Dibango quitte la scène mondiale. La mégastar est décédée ce mardi à Paris à 86 ans, fauchée par le coronavirus. Manu ne rit plus, nous non plus. Son souffle ne donnera plus vie aux notes plaquées par ses doigts sur son saxophone. Triste, lamentable ce coronavirus. On l'a tué 3 fois dans les réseaux sociaux, Manu Dibango, depuis la survenue de la pandémie. Mais la famille toujours rassurait et on espérait, jusqu'à ce 24 mars 2020. A basket equals a 50-point game. Kobe underneath. He's got 51. A 2-possession game. Here's his 19th field goal, Steve. He's just... Kobe Bryant voyageait dans son hélicoptère privé en compagnie de plusieurs personnes, dont Gianna, une de ses filles. Il n'y a eu aucun survivant. Nous avons récupéré le manifeste qui indique qu'il y avait 9 personnes à bord de l'avion, le pilote, plus 8 personnes. À l'annonce de sa mort aux États-Unis, c'est le choc. Les proches et anciens coéquipiers du joueur sont dévastés. Kobe Bryant était aux yeux de tous une légende, une star absolue du sport américain. Sa disparition soudaine laisse place à une immense tristesse. Du football mondial est décédé ce jour à l'âge de 60 ans. Le footballeur et goleador argentin, le plus célèbre de l'histoire du football, a succombé à un arrêt cardiaque. Un deuil national de 3 jours vient d'être décrété par le gouvernement argentin. Sa mort dans le journal de 20h sur la télévision nationale a beaucoup ému ici. Les hommages se multiplient depuis, les médias sont en direct. Macky Sall, le président, lui a rendu hommage d'après la télévision nationale, ainsi que de nombreuses personnalités sénégalaises, des anonymes bien sûr, qui écrivent des messages sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas vécu en 2020. Delphine Changa s'est éteinte à l'hôpital central de Yaoundé aux environs de 17h tout à l'heure. Elle était âgée de 85 ans. La toute première femme ministre au Cameroun. On retient par ailleurs son parcours politique. Quelle aura été dans ce parcours-là? Elle aura été tour à tour députée, présidente de l'Organisation des femmes de l'Union nationale camerounaise, l'UNC, et vice-présidente de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Moi, je crois que ça a été une leçon pour nous et ça doit être un enseignement pour tous. Pour tous. Je crois que Dieu est en train de parler sur la terre, il est en train de parler au monde entier. En fait, ce que je retiens, c'est quand même la grande inquiétude, la grande anxiété et l'angoisse qu'il y a eu
autour du coronavirus, de la Covid-19. Ça a été une angoisse permanente, des réflexes que nous avons dû intégrer. Cette année est un peu devenue une année artificielle, comme une sorte d'année transitoire. On s'attendait à une année 2020 qui serait une année pleine de vie, d'activité économique, etc. Finalement, la Covid-19 nous a amené à une sorte d'année déstructurée. Mais on se rend compte que la Covid est aussi cette période pendant laquelle nous nous disons « Ah mais attendez, l'ordre du monde n'est pas défini indéfiniment, que les choses changent. » En ce moment-ci, je crois que s'il y a les vedettes, c'est l'Afrique qui passe comme vedette. Que l'Afrique qui a été une grande civilisation, ça se perd maintenant dans l'esprit, dans la mémoire des temps, mais que l'Afrique peut réjaillir, que nous sommes tous à certains niveaux, à certains points, au point zéro du départ. L'année 2020 est une année perdue pour l'humanité. Le Cameroun compte 10 régions. Ces unités administratives ont à leur tête un gouverneur nommé par décret présidentiel. Le gouverneur est le visage de la déconcentration du pouvoir au niveau de la région à travers ses attributions et celles de ses collaborateurs que sont les préfets et les sous-préfets. Mais depuis le 6 décembre 2020, le Cameroun a, à travers l'organisation des premières élections régionales, marqué un grand pas dans son processus de décentralisation avec l'élection des conseillers régionaux, suivie de la mise en place des exécutifs régionaux. Une accélération du processus de décentralisation rendue possible grâce à la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 et les différents textes normatifs qui ont précédé l'avènement en mars 2018 du ministère de la décentralisation et du développement local. Les choses qui changent, c'est perceptible, c'est que les régions vont avoir un visage. Et donc, nous considérons que ça va être quelque chose de nouveau en termes de mission, de mise en place physique, d'installation des responsables et de prise en main de leurs activités. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées, promulgué par le président de la République le 24 décembre 2019, après avoir été délibéré et adopté par le Parlement, est un cadre juridique idoine qui renforce le statut juridique de la commune et guide la mise en place de la région. Je crois qu'il faut faire œuvre de pédagogie et nous profitons chaque fois que nous pouvons avoir les médias à nos côtés pour expliquer qu'au fond, la région comprise comme collectivité territoriale décentralisée